Les enquêtes-entretiens de Chris Yapi et de M. Beta. Deuxième partie, le secret fulgurant Horacio Uno. Dans l'épisode précédent, je vous avais narré le coup de fil et l'insondable code que M. Beta m'avait donné et qui indiquait le lieu secret de notre rendez-vous. Assis dans mon petit bureau, je m'attelais à rendre intelligible le dit code C24 T75 B72 XY. Si je ne m'abuse, les nombreux espions de Tenebireima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, qui sont pour l'essentiel sur ma chaîne, s'y sont essayés avec diverses fortunes. Pour craquer tout code, il faut avoir une clé. Heureusement, il se trouve que pour l'heure, seules 2 personnes sur cette terre ont ce code, M. Beta et moi, code qui, à chaque fois, est réinitialisé. Dans l'exercice du décryptage d'un code, il y a toujours un moment eureka, un moment de joie intense quand vous réussissez à déchiffrer ce qui apparaissait comme une suite inintelligible de chiffres et de lettres. Ce faisant, je venais de décrypter avec succès le code. Je sais désormais avec précision le jour, l'heure et le lieu de mon rendez-vous avec M. Beta. Je me souviendrai toujours de ce jour où cet homme mystérieux m'avait enseigné mon premier cours de cryptographie. C'est un adepte de la vieille école. Il m'enjoignit ce jour-là d'apprendre par cœur la définition de la cryptographie. Pour lui, c'était un point de départ clé et incontournable. Bien sûr, je n'en voyais pas l'intérêt. Mais par discipline, j'acquiesçais. Et depuis lors, j'ai retenu par cœur la définition de la cryptographie telle que conçue, réfléchie et énoncée par M. Beta. Je vous la donne gratuitement. La cryptographie est une science qui rend intelligible un texte inintelligible et inintelligible un texte intelligible, et ce par le moyen du chiffrement, du surchiffrement d'une part, ou du déchiffrement ou du surdéchiffrement d'autre part. Depuis lors, on ne peut point me prendre en défaut sur la récitation de cette définition. Après quelques exercices, disons que je me suis révélé plutôt bon élève, du moins au dire de mon maître. Figurez-vous qu'il ne m'a fallu que 3 minutes pour déchiffrer le code, là où, m'a-t-on dit, les services secrets ivoiriens n'ont toujours pas su jusqu'à ce jour quoi en faire. Chers amis, si vous le voulez bien, c'est le moment de m'en aller au précieux rendez-vous avec M. Beta. Mais avant tout, il me faut l'accoutrement de camouflage. C'est un atout. J'enfilai rapidement mes baskets pour la circonstance, mon chapeau de fortune pour, en cas de besoin, masquer mon visage, et me voilà parti. J'empruntais la sortie de derrière furtivement. Je me faufilais sur au moins 1 kilomètre, car il ne faut jamais prendre son taxi à proximité de sa maison. Je connais la leçon par habitude et par expérience. Je regardais par-dessus mon épaule, de gauche à droite, pour bien vérifier que je n'étais pas pris en filature. Sait-on jamais. Au lieu de prendre un Yango, j'optais pour un taxi urbain, communément appelé Woro Woro. À peine installé, j'engageais dans la bonne humeur la conversation avec le chauffeur. Savez-vous que c'est le meilleur moyen de prendre la température de la capitale? On y apprend tellement de choses, parfois anodines, parfois importantes, mais toujours finalement utiles pour un bon investigateur. Heureusement, mon chauffeur est prolixe. Il s'appelle Siaka. Il m'expliqua qu'il était un grand militant d'Alassane Ouattara. Il vient d'une famille pauvre. Il l'avait soutenu parce que celui-ci est musulman, pieux comme lui. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il ne manquait aucune manifestation du RDR à l'époque, bravant la pluie, les gaz lacrymogènes, le soleil et même la prison. Lui-même n'a pas été en prison, mais son cousin Adama y a été. Il avait espéré qu'une fois son idole élue, il aurait un travail décent pour nourrir sa grande famille. Il a 16 enfants avec ses 4 épouses et il lui faut nourrir tout ce monde. Une véritable gageure. Je lui demandais, vu sa condition sociale, pourquoi avait-il choisi d'avoir 4 épouses. Il me révéla qu'en réalité, il avait de lui-même épousé une femme, que la seconde femme était le fruit d'un mariage arrangé au sein de sa famille. Les 2 autres épouses étaient les compagnes de son frère aîné décédé, et la coutume veut qu'il les prenne pour épouses, pour au moins s'occuper d'elles et veiller à ce qu'elles ne manquent de rien.
Il n'avait pas eu le choix, m'a-t-il dit. C'est le destin, lâcha-t-il. Et dans un grand soupir, il m'avoua sa grande déception de la politique. Pour lui, Alassane Ouattara est une grande escroquerie. Ce faux type sur qui je comptais, au lieu de nous donner du boulot, n'a fait que nommer sa famille. Il mange seul avec ses parents. C'est curieux. Sur l'instant, je me pris de sympathie pour Siaka. Au fond, son seul tort fut d'avoir été crédule, d'avoir cru au discours du bonimenteur Ouattara. Je suis convaincu que beaucoup d'Ivoiriens ont gobé les mensonges du vieux Grigou, qui promettait à tout bout de champ monts et merveilles. N'avait-il pas promis que tous les Ivoiriens auraient un toit s'il était élu, qu'il créerait des millions d'emplois par an? C'est la solution. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. C'est la solution. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. C'est la solution. 5 ans. Sous sa voix fluette se cachait le monstre que tout le monde découvre aujourd'hui. Je comprends et partage le sentiment de trahison de Siaka. Oups, à force de bavardage, je n'avais pas remarqué que nous avions légèrement dépassé mon arrêt. Ce n'est pas bien grave. Je paye ma course et laisse un pourboire à mon compagnon de causerie. Après quelques minutes de marche, je suis au lieu fixé.
Je peux apercevoir le chauffeur de M. Beta qui m'attendait, et la minute d'après, me voilà chez lui. On me fit asseoir sur son petit salon de thé, sobrement décoré avec une large fenêtre qui donne une vue imprenable sur une végétation flamboyante. Même à cette heure, les chants des oiseaux et des grillons m'égayent. Cela me rappelle mon village à Thiers. La tranquillité des journées, les balades dans les champs, l'odeur de la terre mouillée par l'eau de pluie, le croissement des crapauds, etc. Dans cette grande maison, il n'y a que 2 occupants. M. Beta lui-même et son majordome, disons celui qui lui sert de majordome, de chauffeur, enfin d'homme à tout faire. J'étais là à rêvasser lorsque j'entendis derrière moi la voix de M. Beta. « Mon cher et fidèle Yapi, qu'est-ce que c'est bon de te revoir. Allons faire les 100 pas. » Il me tint par la main et me fit passer par l'arrière de la maison qui donne accès à la nature verdoyante. Tout en marchant, je continuais à m'interroger sur le personnage. Cet homme, qui par son réseau dans le monde ombrageux des services secrets, m'avait plusieurs fois sauvé la vie. Mais aussi cet homme qui refusait que je lui pose des questions et que j'observe son strict anonymat, autrement il mettrait immédiatement et définitivement fin à nos entretiens. Cet homme qui m'avait enseigné qu'en toute chose ou qu'en toute information, il y a toujours 2 vérités. Celle officielle, qui est livrée au public, connue et relayée par les médias, et celle officieuse, qui reste cachée, accessible aux seuls hommes de l'ombre. J'étais tout à mes pensées quand il m'interpella. « Mon cher Yapi, asseyons-nous là. » Je revins à moi et je vis une table dressée en face de 2 sièges. Je remarquai les tasses de thé qui étaient délicatement disposées et un gros cigare qui trônait là. J'ai pu lire la marque, Horacio Siglo Uno. C'était si joliment et si finement disposé. Je ne suis pas fumeur. Aussitôt, il me vint à l'esprit ce souvenir indélébile. Tenez, je me souviens que mon père était un papa strict. Il ne rigolait pas avec notre éducation. Un jour, mon grand frère s'était permis de ramasser un mégot dans la rue. Il l'avait allumé et en tirait quelques maigres bouffées, quand pour son malheur, mon père, par une de ces extraordinaires coïncidences, arriva sans s'annoncer. Surpris, mon aîné n'eut point le temps de se débarrasser du maudit mégot et fut pris en flagrant délit. En colère, mon père coupa une des branches du manguier qui était dans notre cour et le chicota copieusement. Sous les coups, il devait en plus répéter « Je ne fumerai plus jamais de ma vie ». Prostré, j'étais là à regarder la scène, surtout sans mot dire. Après la terrible correction infligée à mon grand frère, mon père nous fit promettre qu'aucun de nous, ses enfants, ne se hasarderait plus jamais à toucher à la cigarette. Je fus le premier à en faire le serment. C'était d'autant plus sincère que la chicotte était encore là, à proximité, prête à servir à nouveau. Et depuis lors, je n'avais jamais testé la cigarette et encore moins au moindre produit stupéfiant. Même la fréquentation assidue de mes copains fumeurs à l'université n'a jamais pu me faire succomber à la tentation. Mon père était certes strict, disons sévère, mais bon. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il nous avait inculqué une éducation qui aujourd'hui prouve ses bons côtés. C'était pour notre bien en définitive. À la semaine prochaine, chers abonnés, pour un nouvel épisode des enquêtes entretiens de Chris Yapi et de M. Beta. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.